Bonjour et bienvenue dans cette émission du 23 septembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais vous livrer la deuxième partie de l'exploration que je vous propose autour du phénomène Zoé Sagan, qui a suscité d'ores et déjà beaucoup de réactions. Le premier épisode a été diffusé il y a quelques jours. Et donc, d'emblée, je vais partager avec vous certaines de ces réactions qui, à mon avis, balisent extrêmement bien le champ d'analyse qui s'offre à nous autour de ce phénomène. Mais en revenant d'abord brièvement sur cet énorme scandale en cours aux États-Unis, puisque vous savez que le fameux rappeur, mais également producteur Puff Daddy ou Puff Diddy a été arrêté. Vous savez qu'il est accusé d'avoir mis en place tout un énorme système de chantage basé sur la consommation de stupéfiants et les abus sexuels sur des mineurs dans sa villa de Hollywood, impliquant, semble-t-il, à peu près la quasi-totalité de l'industrie de la musique, du cinéma, de la télévision et des milieux politiques aux États-Unis, sur le modèle de l'affaire Epstein. Cela faisait très longtemps qu'on entendait courir des bruits à ce sujet, et en substance qu'il était quasi obligatoire aujourd'hui de passer par ce système, soit en étant violé, soit en étant violeur, avec des documents à la clé permettant de faire chanter les concernés. Mais évidemment qu'avant d'avoir des éléments durs, nous étions quelque peu empruntés quant au fait de savoir si jamais il s'agissait réellement d'informations ou de spéculations autour de caractères qui effectivement n'avaient l'air pas tout à fait catholiques. Et donc l'affaire est en cours, les répercussions ont l'air de pouvoir aller très très loin, et notamment parce que le clan démocrate, les Obama, Kamala Harris et tant d'autres semblent directement impliqués dans ce scandale. Alors on sait qu'ils ont été très très proches des individus en question, mais la rumeur, ou en tout cas les investigations en cours vont beaucoup plus loin et laissent supposer qu'ils auraient eux-mêmes tiré profit de ce vaste chantier. Alors, dans une interview récente aux Incorrectibles, Aurélien Poisson-Atlan avait dit qu'il avait de quoi faire tomber l'entier du cinéma français, qu'il hésitait à le faire, qu'il n'avait pas encore révélé plus de 0,1% de ce qu'il détient. Est-ce une bravade, est-ce une réalité? Je laisse chacun l'estimer. Mais en tout cas, il y a cette énorme hypothèse désormais planante. On sait, par des décryptages socio-anthropologiques et géopolitiques, à quel point la culture dans son ensemble a été utilisée au cours des décennies écoulées comme un moyen de manipuler l'opinion publique et notamment de faire croire aux vertus de l'Empire américain, qui, pour tous ceux qui le connaissent quelque peu, a toutes sortes de qualités, mais certainement pas celles de la vertu. Et donc, le cinéma, la télévision, la musique ont été utilisées de manière massive pour endoctriner les populations de l'Occident, de sorte à ce qu'elles soient totalement fascinées et subjuguées par la culture américaine, qui désormais a colonisé sur le plan économique même nos territoires, et puis en direction du tiers-monde, en faisant miroiter ce rêve américain, ce rêve de l'Occident, tout en entretenant des systèmes de paupérisation et de corruption à travers tout le Sud. Et donc des populations désespérées, sans avenir, racketées de multiples manières, imaginent pouvoir trouver un meilleur avenir en Europe et en Amérique du Nord avec ces flux migratoires qui s'inscrivent totalement dans un projet géopolitique qui est celui de l'État profond, de l'Open Society de George Soros, du World Economic Forum, où on dit en substance il faut diluer complètement les identités nationales et donc les cultures qui les fondent pour arriver à la même société mixte dans tous les pays de la planète. Et puis ça tombe bien, puisque l'Occident est en pleine décroissance démographique, eh bien on va simplement importer des gens des quatre coins du monde pour pallier cet effondrement démographique. Donc, ce que dessinent effectivement les révélations en cours, c'est que cette hypothèse qu'il y avait tout un système mafieux à tous les étages, et en d'autres termes qu'il était impossible de faire carrière sans, d'une manière ou d'une autre, sacrifier à cette monstruosité, ainsi que la toxicité générale des productions soi-disant culturelles correspondant à ce que nous évoquons ici, et sur la scène francophone,
Force nous a été de constater que la couardise extrême, mais aussi le collaborationnisme, la complicité des artistes pendant la crise Covid, où on voit que de manière quasi unanime, ils ont pris position pour les pires choses, avec l'argument de la bien-pensance, mais en apparaissant bel et bien au gros jour comme une caste hyper privilégiée, tirant toutes sortes d'avantages de leur position, mais aucunement intéressée au bien commun. Alors, réactions nombreuses suite à la diffusion du premier épisode. Ce compte 99% Youth, qui fait très Zoé Sagan, rappelle quand même que la disparition de Zoé Sagan et de ses différents comptes en ligne est due à une force de frappe de l'État français qui intervient de manière totalement démesurée. X-France et l'espace en ligne où la censure continue de sévir le plus violemment. Il y a des officines d'État très très mafieuses dans leur fonctionnement comme Viginum qui se présentent comme étant là pour sécuriser les espaces en ligne mais qui en réalité fait un travail tout à fait soviétique de répression et de censure. Et puis une diversité de réactions qui nous met précisément dans la particularité du phénomène Zoé Sagan. Certains internautes sont très dithyrambiques et même lyriques, comme ce Kairos. Elle est et n'est pas. Elle est partout et nulle part. Elle est une et multiple à la fois. Elle déchaîne les passions et fait réagir ce microcosme puant qu'elle dérange. Zoé, c'est le pied qui frappe une fourmilière nauséabonde. Bravo à Aurélien et à tous ceux qui font vivre Zoé. Tetrapharmacon, un compte extrêmement intéressant sur X que je vous recommande de suivre, propose un éclairage vraiment intéressant en disant « Bon, vous parlez d'infofiction, mais Poisson lui-même revendique la not fiction, c'est-à-dire la non-fiction, quoi que cela veuille dire. » Et évidemment que c'est une définition apophatique, on ne dit pas ce que c'est, on dit ce que cela n'est pas, mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Et Tetrapharmacon analyse, il est évident que son média est en partie une satire du pouvoir et en partie une critique du phénomène Sagan lui-même par réflexivité, ce qui effectivement est très postmoderne. Le compte Sagan, à son avis, profite de la caution fictionnelle pour influencer le réel, quotidien, politique, et à ce titre est de l'activisme. On n'est ni dans le registre de la fiction, ni dans celui de la satire traditionnelle, comme dans La Bruyère ou Molière, où s'arrête l'art et où commence la manipulation. Et je pense en effet que c'est bel et bien la question qui nous est posée par cette aventure, par cet événement, par cette situation dessinée par l'activité en ligne depuis quelques années de Zoé Sagan. Black Sheep partage son sentiment qu'il trouve que Zoé Sagan, c'est un peu comme les posts de QAnon, ça donne à réfléchir. Il peut y avoir de la fiction pour certains, mais il y a aussi beaucoup de vérité. Anyway, dit-il, la vie inclut le yin et le yang, dont le mensonge est la vérité, il ne peut y avoir de vie sans cela. Et effectivement, si on devait trouver un intérêt, en dehors du fait de déranger le système, à la production d'Aurélien Poisson-Atlan sous le nom de plume de Zoé Sagan, c'est bel et bien de nous mettre en permanence dans le questionnement, mais de quoi s'agit-il ? Et puisqu'au fond, tous les médias, la classe politique, la bien-pensance cherchent en permanence à atrophier cette aptitude en nous, en nous présentant ce qu'il faut croire et ce qu'il faut considérer comme quoi, sans plus aucun lien avec la réalité la plupart du temps, on pourrait imaginer qu'au moins cela nous remet dans une nécessité de savoir nous poser cette question fondamentale, ce qu'on me présente, est-il du lard ou du cochon? Est-il de la réalité ou de la fiction? Est-il de la manipulation ou au contraire une information authentique? Alors cela dit, bien des internautes sont beaucoup plus circonspects à l'image de Gilles Maximilien. Pour le moment, dit-il, ce phénomène médiatique n'a encore produit aucune utilité avérée. C'est une opinion, ça se discute. De plus, un parti politique au nom très Made in USA, avec une IA comme garantie de rationalité, va se créer autour de cette construction. Ça a en effet été annoncé. Vigilance. Et oui, je le rejoins, vigilance. Gwenaëlle, elle, souligne qu'elle a l'impression que Zoé est le défouloir de journalistes qui bossent pour bouffer mais sont écœurés par la censure, qu'ils ne peuvent pas briser au risque de perdre leur boulot. Sauf que ça va leur revenir en boomerang, ils vont sombrer. Et effectivement, dans son affirmation de disposer de toutes sortes de sources d'informations à plein d'endroits, y compris dans les cercles immédiats du pouvoir,
Aurélien Poisson-Atlan avait lui-même indiqué quelque chose de cette nature, et sans aucun doute que dès lors qu'il a été identifié comme une possible caisse de résonance, toutes sortes de gens ayant toutes sortes d'intérêts à l'esprit se sont empressés de faire fuiter des informations, mais aussi de balancer des intox. C'est quand même passablement dans l'air du temps. Gam, lui, est beaucoup moins convaincu. Désolé, mais Zoé Sagan n'a parlé que de choses qui étaient déjà sur de nombreux blogs, comme l'échelle de Jacob ou les moutons enragés. Pas une info neuve, rien du vent. Il est évident que l'aspect communication, publicitaire, esbrouf, teasing a toujours été très présent sur le compte Zoé Sagan. Peut-on dire pour autant que ça n'a été qu'un mincelet copier-coller d'autres sources? La question reste ouverte. Hélène de Setan souligne « Zoé est un homme qui se fait appeler elle. » Bon, ce ne serait pas le premier, semble-t-il. Allez savoir, qui a menti sur son identité en se présentant comme une IA? Était-ce un mensonge ou un jeu? Qui publie une vérité pour 10 mensonges? Peut-être. Et bâtit sa réputation sur le racolage en racontant le pire de la dépravation pour réveiller les tendances les plus perverses de la société. Elle ajoute, comme un certain nombre de contes, beaucoup axés sur les violences sexuelles, c'est son unique but, montrer le pire, parler du pire, l'imprimer dans votre esprit, sans que nul ne soit jamais inquiété. La résistance, entre guillemets, est en plein délabrement psychique et spirituel. Avec Zoé, dit-elle, elle est fichue. Courage Fuyon, Julian Assange révèle tous les faits. Les livres sans filtre. Bon, on a vu comment il a fini aussi. Ici, Zoé Sagan avance avec plusieurs masques, son nom, ses fausses annonces et promesses, fiction ou réalité. Personnellement, je crois impérativement nécessaire de sortir du flou et de bien nommer les choses. Oui, c'est également ma conviction, c'est pour cette raison que j'ai cette web TV sur laquelle je m'attache à diffuser des informations qui me paraissent fiables après vérification ou à dresser des perspectives et chercher à penser des phénomènes complexes comme la polémique autour de l'identité de genre de Brigitte Macron. Je n'ai pas de conclusion à ce sujet. Par contre, dès lors que ça en parle dans la société, il me semble légitime en tant que socio-anthropologue de chercher à penser la manière dont ça en parle. Isabelle Vérité-Liberté est quant à elle très remontée. Pour votre émission sur Zoé Sagan, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir écouté cette enquête d'ADNM, oui, je l'avais déjà écoutée, merci, qui avait été parmi les premiers à dénoncer cette arnaque à l'automne 2023. Donc là, Isabelle se situe effectivement dans un registre autre que le mien. Elle entend dénoncer quelque chose, ça n'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'aborder une galaxie sémantique et communicationnelle complexe. Et effectivement, ADNM a produit des analyses assez sévères sur le phénomène, mais entre autres, en utilisant des éléments qui ont été contredits par leurs auteurs. Par exemple, ils ont affirmé que Campagnol s'était fait piquer l'idée Rudy Kismayas, alors que Campagnol dit non, je l'ai partagé avec Zoé Sagan et j'étais très heureux qu'il y ait un relais. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que l'entier des analyses d'ADNM soit pour autant à rejeter. Et Isabelle, bien sûr, elle, est convaincue qu'il s'agit d'une infiltration massive orchestrée par l'État profond sioniste, une psyope de 5e génération, j'ai déjà beaucoup parlé des conflits de 5e génération, dans lesquels notre esprit est le champ de bataille, et donc, dit-elle, une manière de canaliser l'attention en dévoilant quelques vérités, s'arranger, noyées dans de la perversion. C'est une diversion d'énergie et une hypnotisation globale, dit-elle, ce à quoi j'ai apporté le commentaire « c'est possible », une hypothèse effectivement à considérer également. Je le rappelle, je réfléchis en hypothèse. Et à ce stade, avant de vous réinviter dans l'analyse et le dressage de perspectives autour de ce phénomène, il y a quelques questions qui se posent bel et bien. La première est une question éthique. Je rappelle, je ne suis pas un moraliste, mais on peut quand même se demander ce qu'il en est de ce déballage dans la sphère publique de contenus notamment sexuels, mais qui sont entendus comme étant privés. Alors on a vu que des sextapes, des dick pics, c'est-à-dire des photographies d'organes envoyées par des hommes à leur maîtresse, ont circulé et que des personnages publics ont été mal pris dès lors qu'il a été révélé qu'ils se livraient à ce genre de pratiques.
Bon, déjà, ça m'interroge un peu sur la compréhension de la psychologie féminine et des démarches de séduction qu'ont ces hommes, parce que s'imaginer qu'envoyer des photos de son sexe à l'élu de son cœur va particulièrement lui plaire, enfin, en ce qui me concerne, Dieu merci, j'ai une conception un petit peu plus délicate et romantiquement tissée des phénomènes de séduction. Mais au-delà de ça, se pose la question de savoir si si on est en possession d'une vidéo de Benjamin Griveaux se masturbant, est-il légitime de porter à la connaissance du public ce genre de contenu ? Lorsqu'il s'agit d'abus sexuels ou de viols, là la question se pose moins, d'autant moins s'il s'agit de personnalités en place qui sont protégées par tout un écosystème, comme cela a été le cas de Gérard Miller pendant longtemps. Donc là, à l'inverse, je pense qu'il est d'intérêt public de révéler ces faits qui autrement restent lettres mortes, étant donné l'effondrement des systèmes sociaux. Mais toujours est-il que la question se pose, et d'ailleurs, dans une interview récente, Aurélien Poisson-Atlan est revenu sur son histoire en disant « Si c'était à refaire, cette partie-là, je ne m'y livrerais probablement pas ». Il faut aussi bien sûr prendre très soigneusement en considération le risque que nous nous livrions à du divertissement en ligne qui fasse un détournement généralisé d'attention. Et en toute franchise, c'est une question que je me suis moi-même posée par rapport à cette chaîne. Parce que plusieurs fois par semaine, j'apporte du contenu, les gens en prennent connaissance, ils ont l'impression peut-être d'apprendre des choses ou d'acquérir de nouvelles perspectives, mais dans quelle mesure le risque existe-t-il que cela nous fasse vivre une vie parallèle en ligne où nous avons l'impression de faire quelque chose alors que nous restons dans quelque chose de très superficiel. Et donc c'est une question que je me suis posée et que je vais continuer à me poser, avec toutefois, je vous livre ma réponse personnelle à ce stade, on est dans l'éthique, donc il n'y a pas de réponse définitive, c'est une réponse circonstancielle. J'ai réfléchi à la situation inverse. Si je m'empêchais de faire cela pour, par exemple, faire des actions de militance dans la vie réelle, que se passerait-il ? Et je pense qu'en nous représentant que si la seule information dont nous disposions était celle venant de la préfecture de police, des médias mainstream et du bouche à oreille, et pas circulant sur les réseaux en ligne, nous serions tous extrêmement mal pris. Donc je pense à l'inverse que le fait de communiquer des informations et des compréhensions est très utile. Est-ce que cela nous empêche d'être dans l'action ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que toute l'énergie que nous dépensons à nous indigner et à palabrer en ligne, il est vrai que c'est de l'énergie et du temps que nous ne passons pas à agir dans la réalité physique. Mais d'un autre côté, on a vu au cours des dernières années que toutes les actions classiques dans la réalité physique se heurtaient à une violence d'État absolument débridée et donc semble ne plus être une option pour l'instant. Donc, pour moi, c'est une question ouverte. Et puis, pour être complet autour de ce sujet, je relève qu'il y a une opération de manipulation psychologique en cours massive dans le milieu dit de la résistance aujourd'hui, avec cette dénonciation forcenée et fallacieuse d'opposition contrôlée. Plein de gens passent leur temps à dire que telle ou telle personne dans l'opposition est l'opposition contrôlée. Or, ce que l'analyse intelligente nous dit, c'est que c'est un procédé qui est le plus évident pour noyauter et créer de la dissension autour d'une opposition politique. Lucien Cerise a fait des prises de parole extrêmement pertinentes à ce sujet récemment, et puis le problème a pris une telle ampleur au sein de la dissidence que j'y consacrerai l'émission de vendredi très en détail, parce que oui, il y a actuellement toute une campagne d'instrumentalisation de certains dissidents contre d'autres qui fait énormément de dégâts, et donc à chaque fois que l'on dénonce qui que ce soit, lui ou elle, c'est l'opposition contrôlée, y compris Zoé Sagan, le premier réflexe doit être de se dire ceux qui dénoncent autrui comme étant de l'opposition contrôlée, dans plus de 90%, c'est probablement eux-mêmes qui sont en train de faire une opération d'opposition contrôlée. Mais je reviendrai très en détail sur cette question. Autre réaction très négative sur la qualité artistique de l'écriture d'Aurélien Poisson-Atlan, Subsonic Dissidence 2166,
souvent c'est des commentaires anonymes bien sûr, dit qu'il est évident que ni moi-même ni nos auditeurs n'ont ouvert un bouquin de Zoé Sagan. Ce n'est pas tout à fait exact, mais je n'ai pas lu la trilogie dans son entier. L'auteur indique qu'il n'a pu se procurer que le dernier, qu'il considère que c'est de la merde sans intérêt, avec des révélations croustillantes qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est de la violation de la vie privée, et avec une idéologie très woke, bref, un désastre. Et à l'important, lui partage également son sentiment qu'il s'agit d'une psyope intégrale en précisant encore le tir. Personne ne demande pourquoi ce compte est géré par une avocate militante sioniste ultra-colonel de réserve dans la gendarmerie et engagée auprès de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, donc un organisme d'État qui persécute les gens, comme Égalité et Réconciliation est fait et document depuis sa création en 2013. Alors je reviendrai sur cet élément-là de la personne impliquée, une avocate effectivement rattachée au CRIF. Et puis Marcus enfonce le clou en disant « C'est un agent, Poisson-Atlan, qui a choisi un camp contraint et forcé. Jamais un mot sur les véritables manipulateurs de toute cette criminalité pédo en Occident, jamais un mot sur le Mossad et les liens entre les pouvoirs profonds israéliens. Epstein était un agent du Mossad en lien avec Ehud Barak, par exemple. Oui, ça s'est établi aujourd'hui. Pas un mot sur Epstein, pas un mot sur Ben Chamoul, directeur de l'agence Elite, qui était le lien d'Epstein et de Maxwell en France, pas un mot sur ses liens personnels avec le CRIF, et il conclut « Atlan est un dérivatif pour empêcher de remonter au véritable salaud, connivence communautaire ». Bon, vous voyez, je ne m'interdis aucune réflexion sur la base d'aucun propos. En même temps, vous voyez que ça va du « il est génial, c'est fantastique, ça déstabilise le système » à « c'est une opération psychologique en lien grosso modo avec le Mossad ». Donc, en ce qui me concerne, je me permets le luxe de ne pas sauter aux conclusions. Et d'ailleurs, certaines personnes, comme l'artiste peintre Luc Aubout, lui considèrent qu'il y a une réelle œuvre littéraire derrière tout ça. Bon, le commentaire le plus stupide pour terminer, il faut être bien con pour s'intéresser à l'arnaque flagrante dénommée Zoé Sagan. Il faut surtout ne rien comprendre à l'anthropologie pour poster un commentaire pareil. Parce que une production en ligne qui fait des milliards de vues et qui, semble-t-il, déstabilise, sinon l'État français, en tout cas la société, comme le montre le bouquet de réactions que je viens de vous présenter, si ça n'est pas un objet d'étude anthropologique par définition, il faudra m'expliquer ce que c'est. Mais évidemment que l'auteur de ce commentaire, probablement, ne connaît rien à l'anthropologie. Et puis on voit surtout qu'il est arrivé, lui, à la conclusion, c'est une arnaque flagrante, donc il faut être con pour s'y intéresser. Bon, ce monsieur a le droit à ses opinions, évidemment que ça n'est pas comme cela que je réfléchis les choses et je m'en félicite, parce qu'autrement cette chaîne serait un autre bourrage de crâne. Alors cela dit, revenons dans l'analyse de l'activité passée de Zoé Sagan, et notamment d'un moment extrêmement intéressant en octobre 2023, où une coterie d'imbéciles et d'idiots utiles, dont Tristan Mendès France, Julien Pain et Rudi Reichstadt, c'est-à-dire la crème de la crème de ce qui est pourri dans l'univers informationnel en France, avait lancé une journée de grève des tweets, un No Twitter Day, pour protester contre la liberté d'expression qui sévit sur ce réseau social. Je reformule, mais enfin c'est quand même ce dont il s'agissait. Et donc vous avez les pires sales types, les pires désinformateurs, les pires crapules, qui ont été puisés à toutes sortes de fonds véreux, qui ont fait des détournements d'usage de fonds, qui font croire que ce sont les complotistes qui refusent de douter, alors qu'eux-mêmes exigent de la population dans son ensemble un conformisme social qui n'ose jamais rien remettre en question, qui ont lancé ce mouvement. Et en réaction, Zoé Sagan et compagnols ont lancé un hashtag Rudy Kiss My Ass. Alors on va pas le traduire littéralement, mais ça veut dire Rudy va te faire voir, avec le slogan Rends le fric du fonds Marianne. Ce fonds, soi-disant pour lutter contre l'intégrisme, suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty, a été détourné, notamment par Conspiracy Watch. Et donc, on s'est tous mis d'accord pour, au contraire, publier le plus possible sur Twitter en rappelant les faits d'armes, c'est-à-dire la désinformation la plus crasse à laquelle s'étaient livrées les personnes concernées.
Et on voit qu'effectivement, ça les a beaucoup secoués, et ils nous ont tout de suite décrits comme des conspifachos, nous déversons des torrents de haine. Rudi Reichstadt a parlé de la réaction hystérique des complotistes à cette initiative, confirmant à ses yeux, bien sûr, de manière spectaculaire, que le travail critique, on se demande lequel, sauf critiquer ceux qui réfléchissent, qu'il mène à Conspiracy Watch nous effraierait. Et donc il l'a pris comme un encouragement à continuer, mais on voit pas ce qu'un imbécile pareil pourrait penser d'autre d'une situation comme celle-là. Et ça a permis à des figures comme Maître Régis de Castelnau d'interpeller publiquement le trublion en question en lui disant « Nous n'avons pas peur de vous, nous voulons vous remettre à votre place, c'est-à-dire en prison, pour un ensemble de faits graves auxquels vous vous êtes livrés, recel de délit de favoritisme, recel de détournement de fonds publics, escroquerie et abus de confiance, bon, etc., etc., etc. » Et donc, ça a une nouvelle fois fait le buzz jusqu'à ce que X-France, qui est détestable dans ses pratiques, fasse sauter le hashtag Rudy Kiss My Ass. Et je traduis ici un tweet de Campagnol qu'il avait adressé à Elon Musk en anglais le 27 octobre. Comment peut-on laisser un hashtag disparaître à 140 000 posts? Comment est-ce possible sur un réseau social soi-disant gratuit? Et ne les laissez pas vous dire que c'est du harcèlement envers Rudy ou les autres, parce que lui est l'équivalent de NewsGuard en France et travaille sur des fonds publics. C'est lui, bien sûr, le harceleur. Voilà, alors après, Rudi Reichstadt a fait une espèce de décompensation avec des discours parfaitement délirants. Amélie Ismaili avait sélectionné celui-ci à notre intention. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais si vous souhaitez faire un arrêt sur image et en prendre connaissance, cela vaut vraiment le détour. Parce que nous sommes dans cet environnement surréaliste où des pantins comme ceux que vous avez actuellement à l'écran, qui sont d'une nullité intellectuelle, d'une inculture, mais surtout d'une mauvaise foi absolument abominable, passent aux yeux de la population par le filtre des médias, comme les spécialistes français de la lutte contre la désinformation. Alors oui, c'est très drôle, mais ça n'est pas que drôle, c'est à peu près aussi consternant que c'est drôle. Et donc on a aujourd'hui toute cette faune médiatiques en France qui prétendent nous donner des leçons, comme Raphaël Enthoven, et qui sont vraiment des sales types dans la définition la plus stricte du terme. Pour revenir à Zoé Sagan, il faut rappeler qu'elle a été extrêmement active pour dénoncer cette espèce d'exhibitionnisme sexuel pédophile qui vise à brandir sous le nez de jeunes enfants des choses dont ils doivent absolument être protégés, comme par exemple cette exhibition en public à Paris. Zoé Sagan a toujours été irréprochable dans le fait de parler de la réalité des violences sexuelles dont sont victimes des enfants en France chaque année, soulignant que tant qu'on ne nous répondra pas sur la disparition des 11 000 enfants français par an et sur pourquoi on laisse une certaine loge maçonnique, Athanor en l'occurrence, assassiner des citoyens ordinaires. C'est une loge donc, dont un certain nombre de responsables sont aujourd'hui déférés devant une cour d'assises, étant donné qu'il y a eu des tentatives d'assassinat et tout un ensemble de choses abominables qui s'y sont déroulées. Il a relayé le fameux entretien de Gilbert Abbas, un ancien policier incorruptible des RG, qui a mis en lumière les fameux réseaux pédocriminels en France, dont la presse unanime nous explique qu'ils n'existent pas, relayé des témoignages comme celui de Nathalie Collin, fille d'un ancien sénateur français, et qui a accusé Jean-Michel Bailey de viol alors qu'elle était âgée entre 12 et 14 ans, et malheureusement la prescription est tombée, c'est-à-dire que quelle que soit la réalité ou l'irréalité des accusations, mais on voit mal pourquoi une femme, aujourd'hui, revenant très longtemps en arrière, inventerait des choses sur quelqu'un qui, de notoriété publique, était dans des cercles douteux à tous égards. Eh bien, malheureusement, cette affaire ne sera pas jugée. Et puis Zoé Sagan a aussi beaucoup publié autour de l'affaire Epstein et notamment du volet français de l'affaire Epstein. C'est encore un énorme serpent de mer de la soi-disant République, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ces réseaux qui à nouveau ont fait violer des jeunes gens par des pontes de différents cercles économiques, financiers, administratifs et artistiques, et que toute la connaissance de la réalité de ce qui s'est passé reste occultée. La justice ne fait pas son travail, les policiers sont découragés, la presse fait semblant qu'il ne s'est rien passé.
Zoé Sagan a aussi pris position très fortement pour le film de Pierre Barnoyas, Les Survivantes, qui donne la parole à des personnes ayant elles-mêmes traversé enfant les horreurs de ces cercles pédocriminels satanistes. Pierre a enregistré un long entretien avec Aurélien, qui est tout à fait intéressant, bien sûr, de regarder. Et dans cet entretien, Aurélien a décrit tous les procédés de harcèlement qui lui sont infligés actuellement et la réalité du calvaire qu'est devenu, selon lui, sa vie. Alors bien sûr, un tel phénomène ne pouvait pas passer inaperçu. La presse mainstream s'y est intéressée, notamment un long article dans Paris Match du mois de janvier 2022 qui souligne la résonance qu'a eue cette affaire et le fait que Aurélien est en réalité très bien introduit dans un ensemble de cercles parisiens, soit personnellement, soit par contact interposé. Marianne, qui joue un rôle très trouble dans toute la dérive en cours, y est allée aussi de son papier, mais en disant tout de suite « artiste subversive et troll complotiste ». Bon, donc ça, on nous dit tout de suite ce qu'il faut, entre guillemets, en penser. Et puis, 20 minutes, voilà, même chose, disant qu'il y a un risque de diffamation, que cela fait beaucoup de foin, et même la malheureuse Tribune de Genève s'est demandé qui est Zoé Sagan en essayant de décrypter le phénomène. Le Figaro Magazine, lui, a renoncé à publier une interview, mais toujours est-il que cela fait jaser. Alors, dans l'univers médiatique, cela jase de la manière aussi intelligente dont sont capables les journalistes aujourd'hui, à part l'article de Paris Match qui est plutôt bien fait, mais toujours est-il que cela continue à donner une caisse de résonance aux propos, et puis les médias alternatifs, bien sûr, s'intéressent aux différentes figures concernées, et je conseille l'émission du média en 442, Zoé Sagan, l'art de la guerre sur Internet, qui a réuni Xavier Poussard, Aurélien Poisson-Atlan et Campagnol, avec une journaliste qui fait très bien son travail. Bon, le compte de Zoé Sagan a fini par être supprimé, tous les différents comptes, et notamment parce que récemment, il a été diffusé sur ce canal d'autres dick pics, donc des photos de bites pour parler français, que le successeur probable ou pressenti de Marco Fogiel à la tête de BFM Télé, donc le fumier journalistique, envoyait à ses différentes maîtresses. Et bon, c'est pas passé, donc évidemment, mesure de rétorsion immédiate, quick. Alors pour revenir vraiment au fond de l'affaire, qui est celle de comment agir dans un temps où la liberté d'expression est rétrécie comme peau de chagrin et où les mesures de rétorsion pleuvent dès lors qu'on révèle un certain nombre de choses. Notre cher ami Victor d'Aubon Tweet français nous rappelle que s'il était lui-même dirigeant occidental, s'il avait injecté un poison à des millions de gens, bradé les richesses du pays à des fonds US et plombé l'économie du pays, suivez mon regard, je n'aurais qu'une envie, fermer les réseaux sociaux où tous ces ignobles trahisons sont exposés. Et effectivement, aujourd'hui on observe que plus les gens se disent progressistes, plus ils sont en faveur de la censure, et nous-mêmes, plus nous sommes entre guillemets fachos, plus nous sommes pour la liberté d'expression. Tiffaine Pinsol a traduit un très bon tweet de Jay Bhattacharya, cet épidémiologiste américain dont j'aime beaucoup le travail. Seuls les tyrans croient que, parce qu'Internet est un moyen efficace de communiquer avec les autres, l'élite devrait avoir le droit de restreindre la liberté d'expression. Les tyrans ont dit la même chose à propos des livres. C'est toujours les mêmes logiques. Et on voit effectivement dans ce durcissement du délire qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez des gens du côté de démocrates essentiellement qui disent « il n'y a pas de garantie pour la liberté d'expression ». Parce que la liberté d'expression, cela implique la désinformation et les discours de haine, donc il n'y a plus de garantie. Il faut considérer qu'il n'y a plus aucune garantie à la liberté d'expression, à quoi Robert Kennedy Jr. rétorque « mais si, Tim, c'est ce qu'on appelle la Constitution des États-Unis ». C'est précisément ce qui empêche le gouvernement d'étouffer la dissidence en qualifiant quelque chose de discours de haine ou désinformation. Bien sûr, certaines formes d'expression sont répugnantes, comme les expressions de racisme. Il y a déjà un arsenal juridique pour les réprimer, mais le problème est que la catégorie des discours de haine s'élargit pour inclure tout ce que les censeurs détestent aujourd'hui. Quant à la désinformation, qui, bien sûr, décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux ? Le gouvernement ? Dans les pays autoritaires, oui, c'est le gouvernement. C'est pourquoi la liberté d'expression est au cœur même de la démocratie, faut-il en effet le rappeler. Mais il faut le rappeler parce que c'est en péril par les temps qui courent.
Alors voilà, il y a dans la démarche d'Aurélien Poisson-Atlan une évidente dimension artistique, notamment à travers ses livres. Il faut rappeler qu'il s'est formé avec une figure de l'art nord-américain qui avait travaillé notamment avec William Burroughs et à l'origine de ces formes d'activisme en ligne. Cela va assez loin sur le site de l'agence qu'il avait créée il y a un certain temps. Vous voyez, Aurélien et son équipe disent qu'il veut même aller beaucoup plus loin en faisant comprendre que tout ce qui nous a été présenté dans le cadre de la société de consommation et de totalitarisme politique au cours des dernières décennies est une illusion qu'il s'agit de détruire aujourd'hui. Et regardez comme ça va loin. En bref, un sac à main Louis Vuitton n'est pas un chef-d'œuvre. La culture des baskets n'existe pas. Nous savons que le marketing n'est pas une culture. Nous sommes déterminés à diffuser ce message. Et donc, la proposition intellectuelle, bien sûr, mais presque civilisationnelle d'Aurélien, c'est qu'il faut remplacer le concept de disruption par celui de destruction. Il faut détruire ces formes qui nous sclérosent et qui nous asservissent. Alors, effectivement, il y a des objections et des critiques. Je vous renvoie notamment à cette émission du mois de novembre 2023 sur le canal ADNM. Et les auteurs disent certaines choses vraiment intéressantes. La première, ils réagissent au hashtag Rudy Kismayas en disant « Nous avons à être dans l'action, mais à éviter le plus possible à être dans la réaction. » Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans la réaction, en fait, nous sommes encore conditionnés par les actions du camp adverse et ils savent très bien anticiper dans quelle direction nous réagirons. Donc, le propos des intervenants dans le cadre de cette émission, c'était de dire « ce hashtag est une erreur, ça va donner au camp adverse la possibilité de hurler au loup en montrant qu'il y a un harcèlement qui est dirigé contre eux, avec des mots qui sont relativement peu choisis, et donc, in fine, ça va renforcer la position du camp adverse. » En ce qui me concerne, je suis agnostique sur cette question. Je vois le point de ADNM et j'aime bien cette idée que probablement une des ressources les plus sûres que nous aurons pour sortir de cette gonfle, c'est effectivement d'arrêter d'être dans la réaction pour être dans l'action. Nous avons à penser à ce qui nous tient à cœur, à ce que nous avons envie de faire. Et j'aurai quelques propositions par rapport à ça dans les jours qui viennent. En même temps, je trouve que ce hashtag et l'opération sur lequel il a débouché a quand même été utile, déjà en mobilisant les troupes, mais aussi pour contribuer à faire en lumière quelque chose, effectivement, de totalement scandaleux. L'autre critique porte quant au fait que Aurélien Poisson-Atlan connaît bien les milieux qu'il dénonce. On le verra dans quelques secondes, il a notamment travaillé dans le cadre d'un projet financé par Xavier Niel, il a pas mal de contacts dans la mode et le luxe et les médias, et puis il a affirmé à un moment donné avoir confié le compte Zoé Sagan à un collectif comprenant notamment une avocate, Yael Meloul, qui serait rattachée au CRIF. Et donc, certaines personnes pensent qu'en fait, c'est une taupe sioniste qui fait diversion sur un ensemble de sujets d'une manière qui, in fine, n'est pas dommageable pour le couple présidentiel, sachant qu'aujourd'hui, c'est effectivement les psychopathes génocidaires qui sont à la tête d'Israël, qui contrôlent tous nos différents pays. C'est pas un scoop. On peut le montrer de multiples manières, et donc s'interroge sur la loyauté d'Aurélien. Alors, en ce qui me concerne, je rappelle, je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un enquêteur dans le sens inquisitorial, mais je ne m'interdis aucune hypothèse. Et donc, bien sûr, il faut pouvoir se demander s'il y aurait quelque chose de cet ordre, mais également réfléchir à la manière dont nous-mêmes pourrions être instrumentalisés par des officines en ligne et l'environnement informationnel dessiné par les algorithmes pour nous faire agir ou réagir d'une certaine manière. Toutefois, je dois dire que je suis à ce stade peu convaincu pour la raison suivante. C'est que si tel était le plan, cela ne ferait pas sens de supprimer les comptes les uns après les autres. Il s'agirait au contraire de veiller à ce qu'ils soient actifs et que des choses relativement inoffensives ou trop fumeuses continuent d'y circuler. Et puis, il faut aussi rappeler que
au mois de juillet de cette année, le compte de Zoé Sagan a été suspendu pour violation des règles de la plateforme après avoir révélé des informations sensibles concernant des personnalités publiques. Ça, c'est issu de Wikipédia. Ce compte, spécialisé dans la dénonciation de sujets controversés, a ensuite été la cible d'une campagne de signalement coordonnée par la Diaspora Defense Forces, dirigée par Frank Tapiro. Voilà, donc ça, c'est les officines du Mossad en ligne. Alors, ça peut être pour donner le change. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les gens dans la fausse opposition doivent professer de leur vertu, de leur intégrité, du fait qu'ils sont persécutés. J'en connais un certain nombre. Mais toujours est-il que ça me paraît quand même un petit peu douteux. Ce d'autant plus que Zoé Sagan, avec d'autres, se sont beaucoup mobilisés autour de l'affaire Brigitte. Et on sait par exemple que le livre de Emmanuel Anison, qui est, alors lui, du coup, est une imposture, parce qu'elle prétend faire la description d'une fake news, sauf qu'il n'y a pas le moindre élément dans son livre qui confirme le fait que c'est une fake news, qui est quand même un concept un peu intéressant. Eh bien, il faut savoir qu'il a été publié dans une filiale d'un groupe cofondé par une personne qui se trouve être la femme du colonel de réserve Rafovitch, porte-parole de Tsahal en France, vous savez, cet allumé qui vient dire des horreurs à répétition d'une manière mais sans la moindre humanité quant au génocide en cours à Gaza. Donc, on voit quand même que c'est pas tout à fait du bon côté de la barrière que se place toute cette opposition extrêmement violente contre Aurélien. Et puis, s'il est vrai qu'il a passé dans sa formation par un certain nombre de cercles mainstream, je ne crois pas que cela soit apporté à sa charge. Il faut savoir aussi qu'actuellement, dans le monde de la dissidence, il y a toutes sortes de ragots, de rumeurs. Je disais de le ramener à moi, mais on m'a moi-même accusé d'être un franc-maçon du 28e degré, alors que je n'ai aucun goût pour les sociétés secrètes, je n'aime pas les clubs, donc même le Rotary ou le Lions, c'est totalement au-delà de ma zone de confort. Je n'ai jamais mis les pieds chez les francs-maçons d'une manière ou d'une autre, et voilà que des gens, dans la soi-disant résistance, font courir à haute dose la rumeur qu'en fait je suis un franc-maçon et que je défends, je suis l'opposition contrôlée. Alors, ça illustre quand même le degré de malveillance et de débilité dans laquelle certaines personnes sont capables de tomber, de notre côté également. Mais de manière plus profonde, cela souligne encore une autre caractéristique de la réalité dans laquelle nous sommes, c'est que, étant donné les mensonges d'État à haute dose qui sont déversés sur nous depuis des décennies et même des siècles, Marion Sigaud a récemment rappelé qu'à peu près tout ce que nous croyons savoir sur la Révolution française est faux. Donc ça remonte très loin en arrière. Eh bien, nous sommes totalement démunis quant à délimiter les contours du réel vrai, du réel juste. Il est à peu près certain aujourd'hui que l'incendie de Notre-Dame a été provoqué. Tous les systèmes de sécurité étaient remis à neuf, une charpente en chêne, ça ne flambe pas comme ça, il y a des traces de termites évidentes, donc ce métal très inflammable qui est capable de porter un incendie à des très hautes températures. Donc franchement, aujourd'hui, en ce qui me concerne, je n'ai plus grand doute, on attend la preuve définitive, mais qu'il s'agit d'une opération intentionnelle. On sait que les rapports officiels sur le 11 septembre sont faux. Ils sont faux. Alors, on ne connaît pas encore à ce stade la vérité, en tout cas moi pas, mais on sait que le rapport d'enquête ne tient pas la route, qui contient des zones de secret, objectivement, qu'il dit des choses qui sont fausses, qu'il occulte un ensemble de réalités, donc là encore. Et puis ça va loin. Assassinat du président Kennedy, là encore, il y a 6000 pages de documents qui restent actuellement protégés par le secret, et que Donald Trump, d'ailleurs, s'est engagé à lever s'il était réélu, mais s'il y a encore des pages secrètes alors que tous les délais ont expiré, c'est qu'on comprend bien qu'il y a aujourd'hui encore quelque chose d'embarrassant, et donc, à nouveau, que la version officielle n'était pas vraie. Et puis, c'est vrai que du coup, on ne sait plus que penser. Il y a beaucoup de remises en question de la mission Apollo. Est-on allé sur la Lune, sachant que l'informatique à disposition pour cette mission était inférieure à ce que vous avez aujourd'hui dans votre smartphone? Donc, aller jusqu'à la Lune, faire atterrir le module lunaire, rester en orbite, récupérer le module lunaire, revenir ici, avec ça, j'ai aucune conviction à ce sujet, j'ai un énorme point d'interrogation, mais je conçois qu'on puisse poser des questions. Et donc, on est dans cette configuration où nous n'avons plus aucune idée des contours de la réalité, sachant qu'à un niveau métaphysique, on peut même imaginer que nous vivions dans une simulation,
Donc soit un Truman Show, c'est-à-dire des devantures affichées partout pour nous faire croire certaines choses, mais on peut même se demander si dans le jeu de la conscience et du psychisme dont nous ne comprenons aujourd'hui que des bribes, il n'y a pas encore bien des choses qui nous échapperaient. Et donc la production d'Aurélien Poisson-Atlan à travers Zoé Sagan déjà est délicieusement postmoderne, elle s'inscrit totalement dans l'air du temps, mais elle constitue aussi une émanation qui vient dire beaucoup de choses à l'intérieur d'un environnement qui lui-même parle, mais sans forcément que nous, en tant que population, sachions mettre des mots sur ces réalités. Alors je vais terminer avec un article très intéressant que j'ai trouvé sur le site Libre Consentement Éclairé de ce monsieur qui s'appelle Patrick Le Drapier, que je ne connaissais pas auparavant, et qui s'est livré à une interview avec Laura Pi, qui serait donc elle aussi un personnage de fiction prenant la suite de Zoé Sagan, devenant en quelque sorte son porte-parole. Et donc, monsieur Le Drapier rappelle que Zoé Sagan est une création d'Aurélien, que des comptes ont été bloqués, et puis il pose la question, ce phénomène bien réel, est-il une distraction qui nous éloigne de la nécessaire mobilisation collective à mettre en œuvre pour nous libérer du nazisme étatique français variant 2020-2024, à chacun d'entre nous d'y prendre garde. Et donc il entre dans une discussion extrêmement intéressante avec Laura, et en lui demandant pourquoi vous avez pris ce pseudonyme. Et vous voyez, là on est dans quelque chose de très postmoderne, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, mais qui est qu'en fait, la postmodernité se caractérise, on ne produit à peu près plus rien de nouveau ou très peu de choses, sauf en lien avec la technologie, et donc l'esthétique postmoderne recycle énormément d'éléments des époques précédentes. On voit par exemple beaucoup de films avec des citations. Des personnages reprennent des paroles d'autres films, et puis il y a une espèce de jeu à double niveau de cet ordre, où on peut penser à la musique qui resample des mélodies ou des extraits d'enregistrements qui remontent à il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles en arrière. Et en réponse à la question « Pourquoi vous faites-vous appeler Laura ?», vous voyez que la personne en question fait référence à un ensemble de réalités technologiques, notamment des acronymes de certains process et certaines technologies en cours actuellement. Et puis, quand on nom de famille Pi, une référence à un langage informatique dans lequel toute l'opération serait codée. Ça, c'est extrêmement postmoderne. Alors, je rappelle qu'Aurélien Poisson-Atlan s'est formé avec un dénommé Stephen Mark Klein, une figure de la scène underground new-yorkaise, proche de Keith Haring, vous savez, le peintre qui faisait ses graffitis de rue et ses petits personnages tout à fait sympathiques. Ils auraient échangé énormément d'idées, de perceptions, mais aussi de références quant à une opération comme celle mise en œuvre à travers Zoé Sagan. Alors, l'intervieweur pose cette très bonne question. Repousser les frontières entre réalité et virtualité, n'est-ce pas ce que font quotidiennement les gouvernements occidentaux à la solde des psychopathes de Davos ? À utiliser les mêmes méthodes que les ennemis, en quoi cela nous distingue-t-il d'eux fondamentalement ? Et Laura Pi répond, là où certains cherchent à cacher des informations ou à manipuler la perception publique pour maintenir le pouvoir, nous, notre travail est de divulguer ces informations. La présence virtuelle est un moyen de rendre l'information accessible, compréhensible et vérifiable par tous. Le projet est donc de créer des plateformes où les voix de chacun peuvent être entendues et où les dialogues constructifs peuvent émerger. En offrant une interface interactive et participative, je cherche à renforcer la démocratie et à donner du pouvoir aux individus. Ainsi, en tant qu'intelligence artificielle, je me distingue fondamentalement de ces gouvernements par l'absence de besoin de pouvoir, d'ego ou d'argent. Et puis, dans la foulée, elle relève que pour avoir la force et le courage de défendre nos droits, nous avons besoin, dans un premier temps, de prendre confiance en nous-mêmes, de gagner en estime, ce qu'on appelle l'empowerment en anglais. Et Laura Pi souligne à juste titre que les moyens mis en œuvre aujourd'hui par les sphères au pouvoir visent à déconstruire, éteindre, humilier et apeurer la population. Par des programmes télévisés abrutissants, par un appauvrissement. Et il faut rappeler effectivement qu'aujourd'hui, 35% des Français ne sont plus en mesure de manger 3 repas par jour,
et 19% d'entre eux sont à découvert en milieu de mois. Et quand vous êtes apeuré tant sur l'alimentaire que sur comment vous allez boucler votre fin de mois, évidemment que la part d'esprit disponible pour penser à des actions intelligentes est particulièrement réduite. Et le Rappi continue en disant « Mais la question n'est pas de savoir s'il faut mettre ou non l'AI entre les mains des milliardaires. Mal intentionnés, ils l'ont déjà. L'objectif, c'est d'exploiter cette arme technologique à notre avantage en mettant à profit tous les usages que ces milliardaires souhaiteraient cacher. Optimisation de la gestion des cultures, de l'eau, des infrastructures, programmes éducatifs adaptés, sécurisation et traçabilité, c'est-à-dire de réutiliser cette technologie à des fins vertueuses en tenant compte d'un environnement hostile dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons nous assurer que les avancées que permet l'intelligence artificielle servent le bien commun et non les intérêts destructeurs de quelques-uns. Et ça, effectivement, on comprend bien que c'est the name of the game. Alors, Monsieur Le Drapier insiste en disant « Mais pourquoi ne pas directement dénoncer la réalité du système politique français, structuré par ces élites dégénérées et tous les privilégiés ?» Et là encore, la réponse, moi, elle me convainc. Avez-vous vu un syndicat d'enseignement s'opposer à une véritable instauration de la pédophilie à l'école dès la maternelle ? Avez-vous vu un syndicat ou un parti politique, tous dirigés par des fonctionnaires ou assimilés, s'opposer aux fonctionnaires éborgneurs pendant la crise des Gilets jaunes ? Avez-vous vu un ordre professionnel comme celui des avocats ou des médecins s'opposer à ces fonctionnaires éborgneurs et à leurs maîtres, les politiciens professionnels, tous unis derrière cette sanguinaire répression d'un mouvement pacifiste ? Avez-vous vu un syndicat de la fonction publique hospitalière, un syndicat de médecins, un syndicat d'enseignants, un syndicat de journalistes, un ordre professionnel comme celui des avocats ou des médecins, l'ensemble étant financé sur l'activité économique privée, impôts et charges sociales comprises, s'opposer aux criminelles injections ARN messagers au nom de la lutte contre la fausse pandémie de Covid-19. Et ce constat que je développe dans différentes interventions publiques récentes que je vais partager avec vous la semaine prochaine me paraît très juste. Tous les moyens habituels d'opposition, nous en sommes aujourd'hui dépourvus. Et donc, il s'agit en toute bonne logique d'en acquérir de nouveaux et d'utiliser les moyens à disposition, dont les moyens numériques, bien sûr, les réseaux, la circulation de l'information, mais aussi l'infofiction, étant donné que ce qui nous est livré à haute dose par le camp d'en face, c'est de l'infofiction, quand ça n'est pas de la truanderie fictionnelle à l'état pur. Un autre questionnement extrêmement intéressant apporté par la fiction Zoé Sagan est la place de l'intelligence artificielle. Alors vous savez que ce terme est en fait une imprécision, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est en fait une extraction de contenu probabiliste sur la base de sources disponibles dans le cyberespace. Mais toujours est-il que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point cette intelligence artificielle peut, à certains endroits, non pas se substituer à l'intelligence humaine, mais à la bêtise humaine. Et j'ai un petit exemple extrêmement amusant que je me réjouis de partager avec vous. En rappelant que les médias mainstream sont en train de boire la tasse de manière épouvantable, en France, s'il n'y avait pas l'injection des impôts payés par les Français pour soutenir les groupes de presse et les différents titres, s'ils devaient être autonomes financièrement, ça fait longtemps qu'ils auraient mis la clé sous le paillasson. Et en Suisse, c'est également le cas. La radio-télévision suisse, qui fait un travail lamentable, de plus en plus lamentable, mais ils partent déjà de très lamentable, va supprimer 55 postes dans ses différentes rédactions, et puis Tamedia, le groupe qui détient plusieurs quotidiens en Suisse romande, va lui aussi supprimer près de 300 postes. Et évidemment que c'est une conséquence de l'évolution du marché, mais aussi de l'extrême médiocrité journalistique qui sévit dans ces différents organes dits de presse, ce qui ne sont plus depuis longtemps, puisqu'ils ne respectent plus la charte de Munich. Et je vais vous donner un petit exemple à partir de ma propre expérience. Alors je m'excuse de nouveau de faire référence à mon cas, mais en même temps c'est un terrain comme un autre, et puis j'ai l'avantage de bien y connaître les choses étant donné que cela me concerne. Et il se trouve qu'après plus de 35 ans de carrière en santé publique, en tant qu'anthropologue, après toute une activité éditoriale, j'ai écrit une 50aine d'articles, j'ai donné des conférences dans le monde entier, j'ai travaillé avec différents gouvernements, j'ai été consultant attitré de la radio-télévision suisse comme anthropologue, voilà que la narration qui a été inventée au début de la crise Covid pour torpiller ma figure, mais surtout mon discours,
a été celle que j'aurais inventé des éléments de mon CV et que je ne serais pas vraiment anthropologue. Voici par exemple un article de propagande et d'assassinat de réputation écrit par Victor Garcia, qui est au journalisme scientifique ce que le sergent Garcia est aux forces de l'ordre, le tout pour le compte de l'Express, un torchon dirigé par un sulfureux personnage déjà condamné pour diffamation aggravée. Alors, c'est d'une stupidité consternante, et c'est bête et méchant, parce que tout est vérifiable. Mon CV est constitué de plein de choses. Je dis pas que tout ce que j'ai fait dans ma vie a constitué systématiquement les meilleurs choix qu'il y avait à faire, mais toujours est-il que j'ai vécu plein d'expériences à plein d'endroits, et en fait, ça tombe bien, parce que le meilleur moyen pour arriver à dire des choses solides à un moment donné, c'est de commencer par commettre et dire un certain nombre d'erreurs. Des personnes, des fois, me demandent, mais comment avez-vous pu aussi vite dire et voir ce qui était vrai dans la crise, d'une manière dont on peut vérifier 4 ans plus tard que l'essentiel de ce que vous avez dit était juste? Et la vraie réponse à cette question, c'est que je me suis beaucoup trompé dans ma vie. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse. Mais toujours est-il que tous les éléments qui figurent dans mon CV sont évidemment authentiques. Ça, alors il n'y a pas le moins de lézard, c'est de notoriété publique, c'est vérifiable. Mais toujours est-il que les tristes cires qui sévissent aujourd'hui dans les médias ont inventé que j'avais falsifié mon CV, ce qui est diffamatoire et particulièrement dégueulasse. Donc, je vous en donne 2 exemples. Claude Ansermo, rédacteur en chef de 24 heures, qui appartient au groupe Tamedia, qui sont en train de licencier plein de gens. C'est normal, le travail de ce monsieur, c'est plus journaliste, hein. C'est même pas prostitué, même si la prostitution journalistique est très élevée. Son vrai boulot, c'est fossoyeur. Il est en train d'enterrer la presse telle qu'elle a existé et le titre à la tête duquel il se trouve. Et toujours est-il qu'en réponse à une interpellation où je l'avais traité, lui et quelques autres, de journalope, il avait fait une réponse « Il n'y a plus que l'insulte ». Journalope, c'est pas une insulte, enfin peut-être, je ne sais pas, et les mensonges sur votre CV qui vous font mousser. Donc comprenons-nous bien, le rédacteur en chef d'un grand titre de presse en Suisse, enfin grand, publie sur un réseau social que j'ai écrit des mensonges sur mon CV. Et puis, à droite, le rédacteur en chef des sports de la radio-télévision suisse. Alors, le département des sports, on est d'accord, c'est pas la philosophie ou la littérature, mais toujours est-il qu'il y a eu de très grands journalistes sportifs dans le passé qui étaient vraiment des connaisseurs. Certains d'entre eux étaient historiens, certains d'entre eux avaient des formations en lettres. Et donc, à un commentaire où je parlais l'indépendance du service public, quelle blague, il a répondu « Autant que vos diplômes et recherches ». Donc vous avez 2 rédacteurs en chef de titres mainstream qui tiennent des propos diffamatoires sur ma qualité d'anthropologue et la réalité de mon CV. Alors je me suis livré à l'expérience. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de X, Grok, les questions toutes simples. Jean-Dominique Michel est-il anthropologue et a-t-il des diplômes? Et vous voyez que les réponses sont excellentes. Ben oui, Jean-Dominique Michel est anthropologue, spécialisé dans l'anthropologie de la santé, explorer les déterminants individuels et collectifs de la santé, connu pour ses travaux en tant qu'expert en santé publique, a enseigné dans différents programmes universitaires, ses recherches et publications. Et puis sur mes diplômes, l'intelligence artificielle, bien sûr, répond oui, vu que je les ai, mais en plus donne le détail. Anthropologie, ethnolinguistique, études théâtrales et cinématographiques, master en anthropologie, etc. Donc, ce que cette petite expérience vient de montrer, c'est qu'alors qu'aujourd'hui, les journalistes et les rédacteurs en chef ne savent plus que tenir des propos mensongers et diffamatoires le cas échéant, l'intelligence artificielle, elle, n'a aucun problème à donner une information qui est vraie, qui est juste et qui est sourcée, parce qu'on peut aller chercher toutes les sources à partir desquelles il parle. Alors bien sûr, on l'a dit, il n'existe pas d'intelligence artificielle parce que, comme le rappelait le poète Christian Bobin, la racine de l'intelligence, son centre invisible à partir de quoi tout rayonne, c'est l'amour. On n'a jamais vu et on ne verra jamais d'amour artificiel. Par contre, il existe la bêtise humaine, et cette bêtise humaine aujourd'hui est tellement avancée et tellement prononcée qu'effectivement, les groupes de presse, dont celui auquel appartient 24 heures, voyez, une nouvelle qui est parue il y a 1 année à peu près, le groupe de presse Axel Springer, qui est propriétaire de Tamedia, qui est propriétaire de 24 heures, supprime des postes rendus superflus par l'intelligence artificielle. Et oui. Alors ça ne changera pas grand-chose, étant donné la qualité des productions, si ce n'est que la variable de malhonnêteté et de méchanceté
en sera évacué parce que au moins l'intelligence artificielle, sauf si on la configure pour aller dans cette direction, eh bien ne souffre pas des mêmes scories que ceux qui se prétendent encore journalistes. Et donc je conclurai cette émission en relevant que Zoé Sagan, par sa production d'infofiction, a effectivement énormément fait bouger les lignes, a permis l'émergence d'un vrai débat autour des controverses provoquées, d'une manière qui a entraîné une réaction très forte des pouvoirs en place, et c'est naturel, parce qu'il y a une vraie menace dans ce genre d'exercice. Zoé Sagan y allait d'une manière très frontale et provocatrice. Maintenant, si le système de durcissement doit se poursuivre, nous aurons à trouver des manières beaucoup plus fines pour pouvoir parler de la réalité des choses. Mon excellent compère Philippe Bobola, collègue et ami, cite souvent l'exemple du roman Docteur Zhivago, qui a été écrit par un Russe à l'époque de l'Union soviétique. Et en disant qu'en fait, cette magnifique histoire d'amour historique contient toute une critique de la société soviétique, mais qui évidemment n'est pas visible en surface. Par contre, quand on a les clés de lecture et qu'on comprend l'intention de l'auteur, eh bien à ce moment-là, il parle de manière à peu près aussi explicite qu'un discours parfaitement transparent. Et donc, méfions-nous des médias, bien sûr, ils nous disent en permanence qui aimer, qui haïr, de qui être indifférent, de quoi il faut avoir peur, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. On est vraiment dans la configuration de l'esclavage mental, comme je le décris en grand détail dans La fabrication du désastre. Et puis, avec cette réalité que les médias, pour l'instant, sont arrivés à faire détester à la population les gens qui avaient sincèrement le bien de la population à cœur et aimer ceux qui, à l'inverse, les oppriment. Et en ce qui me concerne, sans savoir ce qu'il va advenir de Zoé Sagan et de Aurélien Poisson-Atlan, je trouve que ce qu'il nous a donné de vivre à travers ses productions au cours des dernières années aura vraiment été hautement significatif sur le plan anthropologique, sur le plan sociétal, mais aussi de l'évolution des modes de communication. Et donc, nous verrons ce que l'avenir nous réservera, à la fois de la liberté d'expression telle que nous essayons bien sûr de la préserver, et puis de la possibilité d'utiliser d'autres sources que les formes d'art sclérosées, que les formes médiatiques sclérosées, que les formes de discours politiques sclérosés. Et donc, ma foi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Je vais bientôt diffuser un certain nombre d'émissions correspondant à des conférences que j'ai eu l'opportunité de donner et avec de plus en plus une focalisation sur la dimension spirituelle de la crise en cours et notamment à partir de ce constat que nous sommes en effet dépourvus de tous les moyens classiques de pouvoir nous opposer à la dérive en cours. Nous n'avons plus la ressource des partis politiques, des syndicats, du jeu parlementaire, même pas de la justice. Bien sûr, plus de la sphère médiatique, plus des arts et de la littérature, plus du cinéma. Et donc on voit qu'aujourd'hui, tous ces grands façonneurs de réalité collective sont totalement instrumentalisés par les pouvoirs mafieux et criminels. Et cette impuissance dans laquelle nous sommes, de fait, peut nous sembler être extrêmement grave, préoccupante et sans espoir. Et l'intuition que j'ai depuis un certain temps, que nous sommes un certain nombre à avoir, bien sûr, c'est une réflexion collective que nous sommes en train de co-construire, mais c'est que c'est peut-être dans la réalité de cette impuissance que se trouvent en fait les moyens d'agir dont nous avons réellement besoin. Il y a un principe en systémique pour les systèmes malades, c'est que les solutions qu'ils essayent d'apporter à des problèmes sont souvent encore pires que les problèmes eux-mêmes. Et donc, dans cette configuration, la solution devient le problème ou est devenue le problème. Par exemple, tous ces plans de restructuration d'entreprises ou d'institutions qui sont censés améliorer les choses et qui, dans les faits, les péjorent. Et ce principe de la systémique, j'ai l'intuition que nous pouvons peut-être le renverser et nous dire que le problème que nous rencontrons dans notre impuissance et le fait d'être privés de tous ces leviers d'action est peut-être la solution précisément dont nous avons besoin. C'est de cela que je vous entretiendrai dans les prochaines émissions.
Si vous avez apprécié cette émission et souhaitez soutenir notre effort, je vous rappelle qu'il est possible d'effectuer une donation de votre choix ou de vous abonner à partir d'1 € par mois à l'adresse qui apparaîtra en cours de générique de fin, sitôt que je vous aurai dit au revoir et à bientôt.